Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Si vous voulez encore plus de contenu, venez découvrir ma newsletter Vitamine G. Au menu, des histoires de dons, des recommandations, des décryptages sur l'actualité philanthropique et parfois des contenus invités. Pour s'abonner, rendez-vous en description ou au www.philanthropio.com. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le podcaston, organisé par mon partenaire, l'association Altrui, sera désormais international et multilingue. Toute l'équipe est déjà à pied d'œuvre pour porter cette initiative francophone au niveau mondial en 2025. Ça vous dirait de leur prêter main forte bénévolement ? Contactez-moi directement pour une mise en relation personnalisée ou écrivez à contact@podcaston.org. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous le répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je vais donner un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui vient tout juste de paraître et qui partage les mêmes ambitions que ce podcast, à savoir raconter un mot souvent perçu comme grandiloquent, abstrait, peut-être même un peu poussiéreux, pour reprendre les termes de mon invité Arthur Gauthier. Fruit d'un travail collectif et pluridisciplinaire, l'ouvrage « Les mots qui disent la philanthropie » offre un panorama riche et nuancé des différents aspects de la philanthropie, une notion bien plus diverse et équivoque qu'on voudrait nous le faire croire. De altruisme à zakat, les auteurs en décryptent les termes clés et en dévoilent les multiples facettes. Dans cet épisode, vous découvrirez les secrets de fabrication de ce livre et vous aurez un avant-goût de certaines contributions qui me semblent incontournables. Bonne écoute! Bonjour Arthur Gauthier. Bonjour Charlène. Merci de m'accueillir dans les locaux de l'ESSEC. Vous êtes professeur associé au sein du département droit et environnement de l'entreprise. Alors je vais retracer votre parcours. Vous êtes diplômé de l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers et titulaire d'un doctorat en sciences de gestion du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. De 2016 à 2021, vous avez été le directeur académique du certificat français du fundraising, qui est un petit peu la formation diplômante, la seule et unique en France. De 2014 à 2023, vous avez dirigé la chaire philanthropie de l'ESSEC, dont vous êtes devenu titulaire il y a quelques mois. Vos recherches portent principalement sur la philanthropie et les initiatives privées en faveur de l'intérêt général, l'émergence et l'institutionnalisation de la philanthropie et du mécénat d'entreprise, et vous vous intéressez également aux pratiques philanthropiques hybrides combinant plusieurs logiques, comme par exemple l'investissement à impact, le financement participatif et les fondations actionnaires, dont on a déjà parlé dans ce podcast d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va discuter de l'ouvrage collectif « Les mots qui disent la philanthropie », paru aux éditions Odile Jacob il y a tout juste quelques jours, depuis le 2 mai. C'est le nouvel abécédaire incontournable de la philanthropie que vous avez co-dirigé aux côtés de Perrine Simon-Naoum, Isabelle Guggenheim, Laurence Lepetit, que je salue d'ailleurs parce que je sais qu'elle nous écoute, Paul-Henriette Lévy et Brigitte Rosen. C'est un livre qui se présente, on l'a dit, comme un abécédaire sur la philanthropie, avec des entrées classées en ordre alphabétique, et rédigé par une diversité de contributeurs. Alors moi, je l'ai lu d'une seule traite pour les besoins de l'exercice, mais je vous conseille quand même de le picorer par petites bouchées pour laisser un peu décanter les idées qui sont amenées. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de retrouver les contributions d'anciens invités du podcast comme Charles Sélène, Anne Monnier, Françoise Benamou ou encore Virginie Segers. La première question que j'ai envie de vous poser, Arthur, qu'est-ce qui a motivé ce projet de livre et à qui il s'adresse ? C'est un projet qui est né il y a 2 ans à peu près. C'était une rencontre. J'étais invité à la radio RCJ pour parler de mon précédent ouvrage Vers une philanthropie stratégique. Et j'étais interviewé par Perrine Simon-Naoum, donc qui est donc philosophe et responsable de la formation en philosophie à l'ENS et qui dirigeait donc cette émission sur la philanthropie à RCJ. Perrine m'a parlé d'un projet qu'elle avait en tête de faire un livre
avec une multitude d'auteurs et de perspectives différentes sur la philanthropie. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que, au-delà des livres, du livre un peu peut-être technique que j'avais co-dirigé en 2020, eh bien, l'idée de faire un livre plus grand public, plus facile d'accès, et comme vous le disiez, plus facile à lire par petits bouts, me paraissait très intéressant. Je me disais que c'était une bonne occasion de réunir autour de nous un public d'auteurs assez variés, avec des universitaires, des professionnels de la philanthropie, des journalistes, des artistes, pour nous permettre d'avoir une polyphonie autour de ce thème qui nous intéresse tous, qui est la philanthropie. Alors le public du livre, j'espère que ce sera le grand public, les curieux, les amoureux des mots en général. On espère que le livre va aussi se diffuser dans le secteur des associations, des fondations, puisqu'il peut permettre d'avoir une compréhension des mots-clés, des termes qui reviennent souvent quand on parle de philanthropie, de générosité, de mécénat. Et j'espère que ce livre pourra aussi intéresser les étudiants et les collègues chercheurs qui veulent trouver peut-être des inspirations, quelques sources bibliographiques également. Voilà, donc un livre qui, j'espère, plaira à beaucoup de monde. Est-ce que vous l'avez pensé comme un livre de référence, de vulgarisation ou d'apprentissage, un peu tout ça à la fois ? On n'a pas voulu faire un livre très sérieux, qui soit exhaustif absolument. On voulait faire un projet qui balaye quand même les grands mots qui reviennent tout le temps quand on parle de philanthropie, mais sans forcément avoir un côté dictionnaire très académique. Et donc il y a une grande liberté de ton et de parole que nous avons laissée aux différents auteurs, en leur donnant finalement une consigne assez simple qui était: écrivez le texte de votre choix qui vous inspire sur ce mot que nous avons pensé pour vous. Et donc on a finalement je pense un mélange d'apprentissage, puisqu'on apprend des choses, je pense, en lisant la plupart des mots, mais il y a aussi une dimension je dirais plus personnelle, esthétique, qui nous paraissait très intéressante. Donc c'est moins finalement une boîte à outils technique. Il ne faut pas s'attendre à avoir le détail des réductions d'impôts sur le don, mais vraiment quelque chose d'inspiré, et j'espère d'inspirant, qui balaye large sur tous les mots qui constituent le vocabulaire de ce secteur d'activité, de cette idée qu'est la philanthropie. Comment vous avez procédé ? Vous avez identifié des contributeurs potentiels et vous avez vraiment choisi un mot pour ce contributeur, ou les contributeurs ont vraiment choisi les mots sur lesquels ils voulaient se positionner, sur lesquels ils voulaient rédiger ? Alors on a commencé par penser aux mots. En fait, on s'est inspiré d'autres livres, notamment L'Esprit des mots, qui fonctionnaient un peu de la même façon. Donc on s'est d'abord réunis avec le petit comité éditorial que vous avez cité. On a fait des réunions de réflexion et on s'est dit mais quels sont tous les mots qu'on voudrait traiter dans ce livre, avec l'objectif d'en faire à peu près une centaine. Et on n'a pas eu de mal à en trouver beaucoup. Et donc c'est d'abord par mots qu'on a réfléchi, et ensuite dans un second temps on a fait une sorte de tableau et on s'est dit pour ce mot-là, qui est-ce qu'on verrait bien comme auteur ? Et là on s'est un peu réparti la tâche, mais on a réfléchi ensemble qui on verrait pour parler de tel ou tel aspect de la philanthropie. Par exemple, sur la charité, qui on veut avoir ? Est-ce qu'on veut avoir un homme d'église ? Est-ce qu'on veut avoir une chercheuse sur le sujet ? Enfin voilà, on a ensuite réfléchi à la bonne personne, sachant qu'on a beaucoup hésité. C'est parfois toujours difficile de choisir un seul ou une seule auteur pour le mot, mais on a dû faire des choix. On a forcément vexé certaines personnes de ne pas leur avoir proposé, on le sait, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à associer une personnalité par mot. Et c'est ensuite qu'on les a contactés. Alors on a eu beaucoup de résultats positifs, beaucoup de personnes qui ont accepté, quelques personnes qui n'ont pas répondu. Donc ensuite, on avait une deuxième idée, voire une troisième idée pour chaque mot. C'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Est-ce qu'il y avait des mythes sur la philanthropie que vous souhaitiez déconstruire à travers ce livre ? Et si oui, pourquoi ? Moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est qu'on pouvait aborder à la fois des aspects positifs de la philanthropie, mais aussi des aspects qui posent problème ou qui questionnent la façon dont l'argent circule dans notre société. Moi, ce que j'aimais bien dans le projet, c'est qu'on a montré que la philanthropie n'était pas une pratique univoque qui correspond à des clichés souvent véhiculés dans les grands médias,
c'est-à-dire que c'est uniquement l'affaire des milliardaires américains de surcroît, entrepreneurs, hommes d'affaires, etc. On a plutôt essayé de revenir à la racine des mots et on a fait un peu d'histoire grâce à certains auteurs. On est remonté à l'Antiquité, mais aussi dans d'autres traditions, pas seulement la tradition occidentale. En tout cas, on a plutôt privilégié, si vous voulez, des aspects de la philanthropie variés, parfois oubliés. Par exemple, au mot franc-maçonnerie, par exemple, qu'on a inclus, puisqu'il y a en effet la philanthropie qui fait partie des devoirs des premières loges maçonniques. Alors ça nous a paru intéressant d'avoir un expert de cette question pour en parler. On a aussi évidemment parlé des différentes religions. On a une entrée par exemple sur la zakat, qui est le don traditionnel dans l'islam. Voilà, on est allé finalement chercher toutes les formes de dons qui ne sont pas réductibles à ce qu'on en voit aujourd'hui dans les médias et l'opinion courante. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet ouvrage, effectivement, c'est le fait qu'on retrouve à la fois du récit, du témoignage. Je pense notamment à cet humanitaire qui partage sa propre expérience. Il y a aussi un petit côté essai parfois. Et puis, il y a des aspects beaucoup plus didactiques parce qu'effectivement, on apprend des choses, on fait des retours historiques, on s'attarde sur des mots peut-être un peu plus techniques, mais qui sont vulgarisés, qui sont présentés dans une dimension un peu plus grand public. Donc, c'est vraiment très plaisant et agréable à lire. Alors, on retrouve notamment des contributions d'écrivains, on l'a dit en introduction, journalistes, philosophes et même un architecte. Comment ces profils enrichissent la compréhension de la philanthropie par rapport aux professionnels du secteur ? Ouais, c'est très juste, Charlène. On a voulu associer des personnes qui ne sont pas seulement des experts de la philanthropie, des dirigeants de fondations ou des personnes qui promeuvent ou défendent le monde des fondations, des associations. On a aussi voulu avoir des personnalités un peu extérieures à ce monde. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est justement ce regard peut-être interrogateur ou curieux de personnes qui ne connaissent peut-être pas les rouages justement des statuts juridiques, des dispositifs fiscaux qui sont en fait le quotidien des professionnels de la philanthropie, mais qui finalement rabattent un peu cette notion sur des choses très techniques. Nous, ce qui nous a intéressés, c'est d'avoir des points de vue de professionnels, de chercheurs, d'artistes parfois, sur leur propre rapport à cette notion de philanthropie. Et on a trouvé que ça ajoutait quelque chose de différent par rapport à des ouvrages écrits uniquement par des experts du sujet. Je crois qu'on a à peu près 50% de contributions qui sont faites justement par des personnes non expertes du seul secteur de la philanthropie et on va dire une autre moitié plutôt par des acteurs qui ont l'habitude de s'exprimer sur ces sujets. C'est ce qui le rend aussi accessible. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé la contribution du philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Il commence fort en disant, je cite, « La philanthropie et l'amour de l'humanité en général, ce qu'il expose d'emblée à deux objections, l'abstraction et la naïveté. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai que le terme de philanthropie est parfois difficile à assumer, à porter. Quand on discute avec des personnes qui ont créé leur fondation, par exemple, ils ne veulent surtout pas être appelés philanthropes. Pour eux, c'est un mot grandiloquent, abstrait, peut-être un peu poussiéreux. Ils préfèrent s'appeler des personnes engagées ou des personnes solidaires de la marche du monde. Mais je suis d'accord qu'on a voulu éviter les propos trop naïfs dans ce livre. Évidemment, on peut être très inspiré, très enthousiasmé par des initiatives philanthropiques, c'est certain. Mais ce qu'on voulait faire avec certains auteurs notamment, c'était aussi d'être un peu un poil à gratter, de voir en quoi cette idée de philanthropie peut déranger, peut être critiquée, mais aussi comment on peut la comprendre différemment, là une fois de plus du sens commun qu'on découvre là aussi quand on lit le journal. Donc ça nous intéressait d'avoir, je pense aussi à l'article de Nicolas Delalande, qui est historien et professeur à Sciences Po Paris. On lui a demandé de faire justement le mot impôt, et c'était très intéressant d'avoir cette comparaison entre la philanthropie et l'impôt, et le rapport
parfois difficiles de certains philanthropes avec l'imposition et avec cette idée de contribution non volontaire à la solidarité nationale. Donc on a bien aimé ce côté poil à gratter ou parfois un peu critique de certains auteurs sur ce que représente la philanthropie. Avec cette idée, une fois de plus, de donner à entendre des voix différentes dans ce livre, pas seulement une seule voix. Alors juste pour l'anecdote, parce que c'est vrai que cette contribution m'a beaucoup marquée. D'ailleurs, je l'ai prise en note, parce que j'ai aimé aussi le fait que Pierre-Henri Tavoyot pense la solidarité comme une combinaison de l'altruisme et de l'égoïsme. Il dit être solidaire, c'est agir non en renonçant à son intérêt, mais en faveur de quelqu'un dont on partage les intérêts. De sorte qu'en défendant les siens, je protège les miens, et en défendant les miens, je protège les siens. La solidarité repose donc, comme l'égoïsme, sur un calcul, mais un calcul élargi, qui intègre au-delà du gain immédiat, le temps long, les générations futures et des éléments peu quantifiables, comme la convivialité, la reconnaissance, le sens du collectif. Moi j'ai envie de dire, mic drop. C'est parfaitement bien écrit et ça apporte un éclairage, une perspective à laquelle moi personnellement j'avais jamais réfléchi dans ces termes-là. Donc c'est ça que j'aime aussi dans l'ouvrage, effectivement, c'est cette espèce de croisement des regards qui apporte un nouvel éclairage. En coordonnant cet ouvrage, est-ce qu'il y a justement des contributions qui vous ont particulièrement marqué, soit par leur originalité ou leur profondeur Oui, je pense notamment à la contribution de Dominique Schnapper sur le mot démocratie, que j'ai trouvé extrêmement bien écrite, réfléchie, mesurée, avec toute la sagesse de son autrice, que tout le monde connaît, qui apporte justement une vision équilibrée, qui rappelle que la philanthropie seule n'est pas suffisante dans un cadre démocratique, mais peut aussi contribuer à revivifier la démocratie, à condition que celle-ci fonctionne bien. Et on a toute la relation complexe entre les deux qui est parfaitement décrite dans ce mot. Un autre mot que j'ai bien aimé, qui est presque poétique, c'est le mot d'Antoine Vaccaro, collecte. J'avais demandé à Antoine d'écrire donc quelque chose sur le fundraising, sur la collecte de fonds. Et dans ce mot, on a tout un vocabulaire lié à l'agriculture. Donc Antoine fait la différence entre la collecte, la cueillette, la récolte. Il parle d'ensemencement à la fin pour faire pousser les dons de demain. Et j'ai trouvé ça très joli de la part de quelqu'un qui est un professionnel, lui, de la collecte de fonds depuis très longtemps et qui arrive à mettre de la poésie dans ce mot qui peut être très technique lui aussi. Alors j'aimerais qu'on s'attarde sur certains mots. On ne va évidemment pas passer en revue tous les mots. Il y en a, je crois, 83 en tout. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur certains qui me semblent assez incontournables. Comment ne pas commencer par le mot philanthropie, qui, on l'apprend, a fait son apparition pour la première fois dans l'essai Dialogue des morts de Fénelon au XVIIIe siècle. Alors il l'a définie comme une vertu douce, patiente et désintéressée, qui supporte le mal sans l'approuver. J'étais un petit peu surprise que vous ne soyez pas le contributeur de ce mot, puisqu'il y a quelques années, vous avez créé une infographie sur l'histoire française du mot philanthropie. Est-ce que vous pouvez nous la résumer en mots ? Oui, exactement. Cette infographie, elle est tirée en fait d'un article de recherche que j'ai publié en 2019 dans une revue de sociologie internationale qui s'appelle Theory and Society. Et je retrace en fait l'histoire du mot philanthropie en France sur à peu près 200 ans, entre cette invention par Fénelon en 1712 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que Fénelon fait redécouvrir à son public les vertus antiques, notamment dans ce dialogue des morts qui est assez amusant puisqu'on a le personnage de Socrate qui interroge et s'amuse en fait d'une forme d'hypocrisie dans la manière dont l'un des personnages pratique sa philanthropie en étant très, très visible à propos de sa générosité. Ce qui est intéressant avec l'essai de Fénelon, c'est qu'en fait, Fénelon, c'est un théologien et il est très, évidemment, favorable à la charité chrétienne, mais il redécouvre la philanthropie grecque. Et c'est ce mélange, finalement, de tradition antique et de modernité qu'on retrouve dans, finalement, le mot philanthropie dans le français moderne, puisque cette idée d'amour de l'humanité a été introduite donc par cet essai. Et ensuite, on voit que Fénelon, qui était un homme d'église, a sans doute été un peu dépassé par
ses successeurs, les personnes qui ont utilisé le mot philanthropie à la fin du XVIIIe siècle. Je pense notamment aux encyclopédistes, à Diderot, à d'Alembert, mais également à Voltaire, qui en ont fait une vertu laïque, une alternative finalement à la charité chrétienne, sans une sorte de solidarité volontaire, mais sans la médiation divine. Ce qui a créé scandale, vous l'imaginez, dans une partie de la population catholique, et ça a finalement créé une sorte de division aussi sur le terrain entre des initiatives affiliées aux congrégations religieuses et à l'Église et des initiatives laïques créées par des clubs de philanthropes qui, inspirés par la science, par l'arrivée des premières enquêtes sociales, voulaient aller à la cause du mal plutôt que d'en soigner uniquement les effets, ce qu'ils reprochaient à la charité traditionnelle. Et donc c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'on a une forme de reflux de cette opposition charité-philanthropie, avec l'émergence d'une troisième idée, l'idée de solidarité que vous avez abordée tout à l'heure, qui est devenue en fait une idée républicaine et qui a été associée aux premières mesures de l'État social, des premières mesures financées par l'impôt, qui allaient au-delà de la générosité volontaire de certains, mais qui étendaient cette contribution à tout le monde, en tout cas à toutes les personnes payant l'impôt, et qui a donné lieu à notre État-providence. Et c'est très intéressant de retracer justement ce balai finalement des notions de charité, philanthropie et solidarité, puisqu'aujourd'hui on en parle encore, et c'est très intéressant de voir d'où on vient pour comprendre un peu les débats aujourd'hui, voir les critiques et les frustrations qu'on peut entendre, soit sur l'État-providence d'un côté, soit sur la philanthropie de l'autre. On comprend bien à travers ce que vous dites que le concept de philanthropie a évolué au fil des époques, tantôt donc en se substituant à la charité chrétienne, tantôt étant remplacé par le concept de solidarité. Comment vous définissez la philanthropie aujourd'hui ? La philanthropie, pour moi, c'est l'ensemble des dons et contributions privées pour l'intérêt général. C'est une notion qu'on retrouve aussi en langue anglaise et qui nous sert aussi dans un dialogue international avec les autres chercheurs. Le terme philanthropie, philanthropy, on a le même quasiment dans toutes les langues aujourd'hui, nous permet de désigner peu ou prou cet ensemble de dons organisés en faveur d'associations ou d'organisations publiques d'ailleurs, parfois d'autres fondations qui œuvrent sur le terrain pour aider des personnes dans le besoin ou pour faire avancer des causes ou la recherche. Donc moi je dirais qu'au-delà des différents secteurs ou causes que l'on peut soutenir, c'est plutôt cette forme de don organisé qui peut passer par des outils comme les fondations, comme des pratiques régulières de dons tous les mois. Et c'est ça qu'on essaye d'étudier à la chaire philanthropie de l'ESSEC, mais aussi dans d'autres centres, dans les universités à l'étranger. C'est ces flux de générosité, de dons. C'est aussi la relation entre ceux qui collectent des dons et ceux qui les distribuent ou les fournissent. Et donc c'est intéressant de voir cette relation entre associations ou acteurs de terrain et financeurs, voir comment cette relation évolue. Donc la philanthropie, c'est un peu l'ensemble de ces acteurs, et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, l'État et les acteurs publics qui encouragent, contrôlent, interdisent parfois, facilitent avec des incitations fiscales ces pratiques philanthropiques. Et donc c'est tout ce système que moi j'entends par le mot philanthropie. Alors, il y a un autre mot que moi j'aimerais mettre en miroir de celui de philanthropie, c'est générosité. Est-ce que la générosité n'est pas en train de supplanter la philanthropie ? Je m'explique. Je pense notamment au rapport parlementaire La philanthropie à la française, paru, je crois, il y a 4 ans, et qui repose sur l'idée d'une générosité du quotidien. Et dans le livre, on parle également de l'école de la philanthropie qui est rebaptisée en école de la générosité. Vous disiez que la philanthropie, c'était une forme de don organisé. Est-ce que dans cette idée de générosité, il y a à l'inverse cette idée que c'est quelque chose de moins organisé peut-être ? De plus spontané. De plus spontané. Alors, mais j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à parler plus de générosité que de philanthropie. En France, mon sentiment, c'est que la générosité désigne plutôt les dons des particuliers, de vous et moi, là où la philanthropie fait souvent référence aux dons des plus fortunés, des personnes qui ont les moyens de créer une fondation,
On parle aussi de philanthropie pour désigner ce qu'on appelle les grands donateurs à différents musées ou organisations d'intérêt général. Donc il y a déjà cette opposition entre, on va dire, la masse des petits dons et certains très grands dons. Et donc c'est cette première opposition que je vois entre générosité et philanthropie. La deuxième raison, peut-être pour expliquer ce glissement que vous évoquez, c'est l'idée que la philanthropie, comme je le disais, est un mot parfois difficile à porter, qui peut paraître trop ambitieux, trop abstrait. On retrouvait d'ailleurs déjà ces critiques ou ces moqueries sous la plume de Flaubert, qui justement raillait le zèle et les ambitions pour l'humanité des philanthropes de son époque. Et c'est vrai que le terme de philanthropie peut paraître un peu ambitieux, mais le problème de générosité, c'est que ça ne résout pas le problème du sens, parce que philanthropie comme générosité, c'est à la fois une vertu, une qualité, quelqu'un est généreux, quelqu'un est philanthrope, mais c'est aussi une activité, une pratique qui a ses professionnels, qui a ses codes, ses structures. Le terme de générosité a lui aussi ce double sens, à la fois la vertu, la valeur, mais aussi les pratiques quotidiennes. Donc moi je ne peux qu'observer la façon dont les acteurs s'emparent des différents termes. On a aujourd'hui, en France en tout cas, une polysémie qu'on ne retrouve pas dans le monde anglo-saxon, où le terme philanthropy est utilisé de manière très très large. On précise les choses généralement en disant corporate philanthropy pour le mécénat d'entreprise, individual philanthropy pour la générosité, et puis peut-être high net worth philanthropy pour la grande philanthropie des plus riches. Donc on a ce mot philanthropie qui est utilisé pour toutes les formes de dons, alors que chez nous en France, on a tendance à utiliser plusieurs mots, générosité, mécénat, philanthropie, ce qui peut créer de la confusion. En tout cas, merci pour cet éclairage que vous apportez. Troisième mot qui me semble incontournable, c'est celui du don, qui a été rédigé par Laurence Lepetit, qui prône l'idée de mettre davantage le focus sur la dimension sociale du don plutôt que cette dimension utilitariste. Est-ce que vous pouvez expliciter ? Alors je crois ne pas trahir la pensée de Laurence en disant que quand on parle de philanthropie, de don, on a souvent tendance à évoquer les questions de fiscalité, les questions de statut juridique. Est-ce qu'il faut augmenter la déductibilité du don? Est-ce qu'il faut que ce soit 60% ou 40%? Et le problème, c'est que quand on parle uniquement de fiscalité, on a l'impression que le don se réduit à une recherche d'avantages fiscales ou à des considérations purement techniques, et on en oublie la motivation principale du don, qui est elles sont nombreuses, mais elles sont aussi de créer du lien entre les personnes, de agir pour des choses qui nous paraissent importantes. Elles se font aussi parfois par pression des pairs, pression des autres, mais pas uniquement sur des questions fiscales, juridiques et techniques qui sont en fait on va dire la mise en œuvre et le cadre que fixe également le législateur. Donc je pense que Laurence nous invite, et je pense qu'elle sait très bien de quoi elle parle, la France Générosité, à élargir la focale et à ne pas uniquement parler de fiscalité, que ce soit pour dire à quel point notre cadre fiscal est génial, ou au contraire à dire que c'est scandaleux que la philanthropie soit financée par l'impôt. Je pense qu'il faut aller au-delà de ces questions et de repenser finalement qu'est-ce qui se joue dans les relations humaines autour du don, des relations qui sont parfois ambiguës, parfois déséquilibrées entre le donateur et le récipiendaire. Mais c'est ça qu'appelle Laurence, je pense, cette dimension sociale, finalement, cette dimension de relation. Le don étant finalement un mode de circulation, un mode d'échange dans nos sociétés différent du marché et de la redistribution par l'impôt. Et ça fait le lien notamment avec le mot d'Ilana Silver sur Marcel Mauss, où on se repose aussi ces questions anthropologiques du don. Ça me fait penser à cette phrase que j'ai lue aussi dans l'ouvrage et qui a été écrite par un contributeur anonyme, qui a écrit sur le mot anonymat, et qui disait « La philanthropie, c'est un way of life ». Donc ça me permet de relier cette idée à cette citation.
Donc cette idée finalement d'être dans un flow dans notre quotidien, de pas forcément intellectualiser la chose, de sortir de cet aspect un peu pratico-pratique, technique, légal, fiscal. Et j'aimais cette idée de way of life. Effectivement, pour beaucoup de personnes, si on veut, la philanthropie ou le don se décline par plusieurs comportements. Ça peut être tout simplement faire l'arrondi en caisse quand on est dans un supermarché, puis ensuite aller faire une maraude le soir même pour une association et s'entraider entre voisins pour un déménagement. C'est aussi une forme de don, même si c'est pas de la philanthropie au sens organisé du terme, parce que la philanthropie, finalement, on a tendance parfois à la rabattre sur le don financier. Mais quand on se pose la question des origines, on voit que c'est plus large que ça, que c'est aussi du temps, de l'énergie, de la mobilisation, et pas seulement des espèces sonnantes et trébuchantes. Dans le livre, on aborde des formes de philanthropie assez, je ne vais pas dire inhabituelles, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Donc je pense notamment au mot amitié, aux relations amicales. Et je crois qu'il y a un mot combat, où on parle plus de l'effort de guerre. Le problème du mot philanthropie, c'est qu'on a du mal parfois à fixer des frontières sur ce qu'il désigne. Comme je le disais, quand on discute avec nos collègues de différents pays qui font de la recherche sur la philanthropie, on a tendance quand même à parler d'abord de dons financiers, de flux d'argent. Mais pour certains, le bénévolat fait partie de la philanthropie. Alors que pour d'autres, c'est un autre comportement prosocial, comme on dit en psychologie, justement, qui n'est pas exactement du même registre. Donc en fait, on peut très bien se dire qu'on a une approche stricte de la philanthropie qui va se concentrer sur les flux de dons pour des associations, des projets d'intérêt général, et une approche élargie qui va inclure tout ce que vous avez évoqué, la solidarité, l'entraide, le bénévolat, le don d'organes, le don de sang, toutes ces choses aussi qu'on peut donner qui ne sont pas uniquement de l'argent. Donc je pense que c'est dans le livre, j'espère qu'on a montré ces deux acceptions de manière équilibrée. La cohésion sociale, alors ça c'est intéressant, c'est une contribution de Laurence de Nervaux qui en appelle à une philanthropie plurielle, rassemblant des personnes de toute sensibilité et qui fasse une place à tous les donateurs. Alors je ne peux pas m'empêcher de rattacher cette idée à une actualité récente. BFM TV a diffusé dernièrement un reportage choc montrant les maraudes sélectives du groupuscule d'extrême droite Luminis auprès des SDF de Paris. Les militants filmés affirment « on ne donne qu'aux blancs », les gitans c'est les pires, les noirs et les arabes on donne pas. Alors comment cette vision de la philanthropie peut-elle contrer ce type de dérive ? Justement, le travail de Laurence au sein de l'association Destin commun me paraît essentiel puisque cette association vise à montrer qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent, ou en tout cas essaye de nous montrer que la division est un poison dans la société et que justement par certaines activités comme le don, on peut retrouver un destin commun justement et un sens du collectif. Le reportage que vous évoquez est finalement troublant, mais pas si surprenant que ça. On a des phénomènes depuis quelques années, oui, de dons communautaires au sens où on va rester uniquement dans la communauté à laquelle on appartient, alors que une vision finalement plus élargie du don inclut nécessairement l'intégralité de l'humanité. C'est d'ailleurs le sens du mot philanthropie, hein, c'est l'humanité. C'est pas uniquement les Français ou les membres de ma religion ou les membres de ma ville. Et ça renvoie finalement à une vision universaliste de la solidarité. Après, sur cette dimension de cohésion sociale, on assiste aussi en France à l'émergence d'une philanthropie peut-être moins consensuelle, plus clairement identifiée à telle ou telle idéologie, là où on a davantage eu une tradition finalement assez républicaine, modérée, qui n'abordait pas ces questions d'identité ou de préférence politique. Aux États-Unis, on voit très bien que la philanthropie, surtout la grande philanthropie, elle est compartimentée au moins en trois. Vous avez
Vous avez des philanthropes qui sont clairement conservateurs, d'autres qui sont clairement progressistes, et une philanthropie libertarienne qui va emprunter sur certains sujets au conservatisme et à d'autres au progressisme. Et c'est très clair dans la vocation des fondations, la vision des fondateurs. Et c'est vrai que ça commence à arriver en France. On a notamment beaucoup parlé du Fonds du bien commun qui a été créé par l'entrepreneur Sterrin, donc qui met des sommes d'argent considérables sur la table, qui fait preuve d'une grande générosité pour le coup, mais qui va se concentrer sur des causes ou sur des associations qui vont plutôt valider une vision du monde plutôt conservatrice et assez assumée. Et c'est vrai que pour une forme de cohésion sociale, moi je pense qu'il faudrait que toutes les sensibilités soient représentées, et peut-être que il y ait autant d'argent qui aille pour des causes plus progressistes ou des causes plus attachées à la liberté. Ça c'est la vision idéale que j'ai, mais en effet, ça pose question, et on peut néanmoins, grâce aux études de destin commun, ne pas céder à la panique, et notamment voir que ce qui nous divise est surtout amplifié par les médias sociaux, et finalement, il y a beaucoup de choses qui se font, qui font tenir la société, qu'on ne voit pas ou dont on ne parle pas assez. Et c'est notamment tout le travail des associations, des fondations, mais aussi des organisations de l'ESS, des services publics. Et ça, on en parle finalement assez peu, des choses qui vont bien ou qui font tenir la société. Donc c'est, je pense, cette vision-là sur lesquelles on s'accorde, en tout cas avec les personnes avec qui j'ai eu la chance de faire ce livre. Alors sur la 4e de couverture du livre, vous concluez le résumé par « L'ère de l'individualisme est finie ». Ce qui me permet de faire le lien avec une confusion qui est abordée dans le livre, notamment entre individualisme et individualisation. Donc je crois que c'est sous le mot valeur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Alors je vais me permettre de citer justement Guénaëlle Go, qui est l'autrice de ce mot. En fait, on a souvent tendance à penser que une société d'individus est forcément une société d'égoïstes. Mais c'est pas exactement ça. En fait, ce que nous montre le mot de Guénaëlle Go, donc, c'est que il y a une partie positive en fait de l'individuation, c'est-à-dire du fait qu'on se sente responsable, on n'est pas uniquement construit par des groupes sociaux dans lesquels on serait enfermé. Donc être un individu, c'est pas forcément être un individu égoïste, ça peut être aussi être un individu responsable, engagé, qui veut contribuer à sa façon, on va dire, à l'intérêt général, à un destin commun. L'individualisation, c'est un phénomène qu'on voit depuis des décennies dans les pays comme la France. C'est la perte des repères traditionnels, c'est le recul de certaines grandes formes de solidarité organisées comme les églises, les syndicats. Mais ça ne veut pas dire que les gens deviennent tous égoïstes, c'est simplement une recomposition de l'engagement dont on parlait. C'est peut-être aussi une phase de transition où certains repères sont flous. Mais je pense qu'une société d'individus peut aussi être solidaire, et on se cherche aussi. On a des nouvelles formes de solidarité qui émergent, et on y verra peut-être plus clair avec le temps long dans quelques années, pour voir comment cet engagement individuel, qui n'est pas uniquement dicté par les groupes d'appartenance traditionnels, peut s'exprimer dans une société qu'on espère toujours libre et animé par les idéaux d'égalité, de fraternité, pour reprendre un peu les trois slogans de notre devise nationale. Alors pour conclure, Arthur, est-ce que vous pouvez nous partager une réflexion ou un passage du livre qui pourrait particulièrement inspirer nos auditeurs à agir pour le bien commun ? C'est difficile de choisir. Je vais simplement faire un petit clin d'œil au mot association que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir et un petit peu d'appréhension, puisque c'est difficile de tout dire en seulement quelques lignes. Quand on regarde le paysage associatif français, on
on peut être pris de vertige quand on voit le nombre d'associations, 1,3 million d'associations, avec également des dizaines et des dizaines de millions de bénévoles réguliers. C'est aussi un paysage qui, faut pas, ce que je dis dans le mot, c'est qu'il faut pas être naïf. Il y a des choses qui vont mal dans les associations. Elles sont pour certaines en perte finalement de renouvellement de leurs bénévoles. Pour certaines, les subventions publiques se sont arrêtées. Pour d'autres, elles sont menacées d'interdiction, où il y a une forme de raidissement de l'État par rapport à la liberté associative. Mais c'est aussi une source d'espoir, puisque c'est dans l'action collective sans but lucratif, donc le cadre que propose l'association, que des millions d'initiatives qui donnent de l'espoir trouvent un terreau fertile. Je pense notamment à tout ce qui va concerner la vie quotidienne, le sport, les loisirs, la vie de quartier, mais aussi des initiatives économiques qui finalement vont utiliser le statut associatif pour organiser des services à la personne, des activités très professionnelles mais qui n'ont pas de but lucratif. Et puis je pense aussi à l'association comme façon de co-construire l'intérêt général, d'interpeller les pouvoirs publics, de faire du plaidoyer pour des causes importantes qui ne sont pas nécessairement prises en compte par nos représentants politiques et qui n'ont pas non plus pour vocation d'être ce que font les entreprises privées. Donc je trouve que l'association est un motif d'espoir dans la façon dont on organise nos sociétés humaines. Et j'invite par exemple nos auditeurs à découvrir la variété, la richesse du monde associatif. Et c'est aussi une bonne porte d'entrée pour s'engager. Alors justement, vous parlez de porte d'entrée. Quels seraient les premiers pas à suggérer aux personnes qui souhaitent commencer à s'engager dans des actions philanthropiques, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer, compte tenu de l'envergure du paysage associatif ? Il y a plein de portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée très locale où on peut tout simplement dans son quartier, dans sa ville, se renseigner, aller à ce qu'on appelle la maison des associations pour voir ce qui est fait dans les domaines de la solidarité, de l'entraide, du sport, de la culture. Donc ça, c'est vraiment, il suffit de franchir la porte des associations de son quartier et de demander comment on peut s'engager, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on peut être utile. Après, vous avez aussi des applications ou des sites web qui vous permettent aussi de localiser, de trouver des missions, des besoins qui dépassent en fait le seul quartier dans lequel vous habitez. Je pense notamment à la plateforme Je veux aider qui renvoie notamment à des missions soit dans des associations, soit dans des services publics, qui peuvent être une bonne source là aussi d'inspiration. Et puis vous avez, si ça vous intéresse, des colloques, des événements, des journées. En novembre chaque année, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est souvent l'occasion de découvrir de super initiatives, parce que j'ai parlé d'associations, mais il y a évidemment des coopératives. On peut très bien s'engager de plein de façons. Et je pense que c'est intéressant d'aller à la rencontre des acteurs de terrain, éventuellement de commencer par du bénévolat, puisque c'est souvent ce qu'on peut donner quand on a peu de moyens, c'est son temps et son énergie. Et ensuite, il y a plein de façons de faire du don. Il y a des comparatifs aujourd'hui qui regardent un peu ce que font les différentes associations, mais vous pouvez aussi peut-être aller voir là aussi sur Internet les différents classements des associations qui sont les plus en vue ou qui collectent le plus. Ça peut vous donner une idée de qui sont les grands acteurs. Donc il y a ça va du local à l'international en fait, et vous pouvez vous engager très modestement avec quelques heures par mois seulement, tout comme vous pouvez devenir un donateur, un ambassadeur, même un bénévole régulier, faire partie d'un conseil d'administration par exemple d'une association, c'est possible aussi. C'est une belle façon aussi de s'engager au-delà par exemple de son activité professionnelle habituelle. Il y a une autre forme d'action à laquelle on ne pense pas forcément, ce sont les sciences participatives. Ok.
Qu'est-ce que c'est les sciences participatives, Charlène ? Les sciences participatives, c'est donc une forme de bénévolat qui consiste à collecter des données fait pour la science. Alors ça peut être, je sais pas, répertorier les fonds marins. En fait, c'est observer ce qui se passe dans la nature et faire remonter ces données-là pour qu'elles puissent être analysées. C'est vrai que on n'en entend pas souvent parler et c'est une façon de joindre l'utile à l'agréable quand on est en balade ou quand on est, je sais pas moi. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aux sciences participatives. C'est une très bonne idée et en effet, c'est une façon là de décentraliser la collecte de données pour aider les chercheurs à faire leur métier. Alors, chers auditeurs, empressez-vous de vous procurer Les mots qui disent la philanthropie aux éditions Odile Jacob pour connaître le champ lexical de la philanthropie sur le bout des doigts. Vous ferez également une bonne action puisque les sommes et droits générés par les ventes du livre seront entièrement reversés à l'association L'École de la Générosité. Alors, c'est quoi cette histoire ? L'École de la Philanthropie, École de la Générosité. Est-ce qu'il y a un rebranding en préparation, un scoop ? Dites-nous tout. C'est exactement ça. Il y a un changement de nom qui est en cours. Alors moi, je ne suis pas impliqué directement dans l'association, donc je ne peux pas vous dire exactement les raisons. De ce que j'ai compris, le changement de nom va avoir lieu dans quelques semaines. Et je pense que c'est une façon aussi de peut-être rendre l'association plus visible dans l'espace public. Donc voilà, à suivre. Mais en tout cas, effectivement, c'est une association qui a toujours pour objectif de proposer des ateliers dans les classes d'école pour les jeunes écoliers, pour les sensibiliser justement aux dons, à l'engagement associatif. Donc c'est une méthodologie très intéressante qui permet aux enfants de s'engager eux-mêmes avec leurs professeurs. C'est une super initiative. Et pour l'instant, elle touche seulement quelques milliers d'écoliers, mais on espère que dans quelques années, ce sera répandu dans toute l'éducation nationale pour créer justement ces réflexes de solidarité, d'entraide dès le plus jeune âge. Association qu'on a reçue d'ailleurs sur le podcast, donc j'invite les gens à aller écouter cet épisode que je mettrai en description de celui-ci. Merci beaucoup Arthur Gauthier. Merci beaucoup Charlène. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.